Les horreurs de l'Holocauste n'ont pas commencé avec les chambres à gaz. Elles ont commencé avec des politiques d'exclusion. Les lois de Nuremberg de 1935 ont dépouillé les Juifs de leur citoyenneté et de leurs droits. Les familles juives ont été rassemblées dans des ghettos comme Varsovie, où le surpeuplement et la famine ont tué des milliers de personnes avant même qu'elles n'atteignent les camps de concentration. En 1945, près de 6 millions de Juifs avaient péri. Mais la tragédie s'est étendue au-delà de l'Europe occupée par les nazis. Elle s'est propagée par l'inaction. En 1938, des délégués de 32 nations se sont réunis à Évian, en France, pour discuter de la crise des réfugiés juifs. Ils ont exprimé de la sympathie mais ont offert peu d'action. La plupart, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont invoqué des préoccupations économiques et des soi-disant risques de sécurité. Seule la République dominicaine a proposé d'accueillir un nombre significatif de réfugiés juifs. Lorsque le SS Saint-Louis a pris la mer en 1939, transportant 937 réfugiés juifs fuyant la persécution nazie, le navire s'est vu refuser l'entrée à Cuba, aux États-Unis et au Canada, forcé de retourner en Europe. De nombreux passagers ont ensuite péri dans les camps nazis. Le monde nous a fermé ses portes quand nous en avions le plus besoin, réfléchiraient plus tard les survivants. Et cette même indifférence, combinée à l'opportunisme, définirait le prochain chapitre de cette tragédie. Alors que les familles juives souffraient, les dirigeants sionistes voyaient une opportunité politique. Leur vision d'un État juif en Palestine s'est intensifiée pendant la guerre. Pour eux, la Palestine n'était pas seulement un refuge, c'était la seule destination acceptable, quel qu'en soit le coût. En 1938, David Ben Gourion, un leader sioniste clé, a clairement exprimé sa position. Si je savais que tous les enfants d'Allemagne pouvaient être sauvés en les envoyant en Angleterre, ou seulement la moitié en les envoyant en Eretz Israël, je choisirais la dernière option. Ce n'était pas un sentiment partagé par tous les juifs. Mais pour certains dirigeants sionistes, sécuriser un État était prioritaire par rapport à sauver des vies. En 1942, lors de la conférence de Biltmore à New York, les dirigeants sionistes ont fait passer leurs ambitions de vagues espoirs à des demandes explicites, appelant à un Commonwealth juif en Palestine. Les organisations sionistes américaines se sont unifiées, renforçant leur influence sur la politique américaine. Mais le véritable tournant est venu après la guerre, lorsque les dirigeants sionistes ont exploité la culpabilité occidentale à propos de l'Holocauste. Pendant la guerre, des nations comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont refusé d'ouvrir leurs frontières aux réfugiés juifs. Mais maintenant, ces mêmes gouvernements ont approuvé l'immigration juive massive en Palestine. En 1947, le président américain Harry Truman a reconnu ce changement de sentiment, disant « Nous avons la chance de racheter nos erreurs et de soutenir le peuple juif dans l'établissement d'une patrie nationale. » Les Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec les crimes nazis étaient maintenant des dommages collatéraux. Alors que les milices sionistes organisaient une immigration illégale, 12 000 Arabes palestiniens se sont portés volontaires pour combattre dans l'armée britannique aux côtés des volontaires juifs contre les puissances de l'Axe. Ils espéraient que leur loyauté serait récompensée par l'indépendance. Pendant ce temps, la politique britannique essayait d'équilibrer des demandes